Un architecte des monuments historiques, mais qui au milieu d'un jardin doit connaître ses limites. Un architecte des monuments historiques ne sait pas tout. En architecture, il a également des limites à reconnaître en abordant une architecture. Dans un jardin, il y a également des limites. Ça veut dire qu'en architecture, comme un jardin, ce sont des ouvrages, ce sont des ensembles, classés monuments historiques généralement, dont on s'occupe, qui exigent une pluridisciplinarité. Et ce soir, j'aurais souhaité être accompagné de Philippe Raguin, qui est paysagiste, avec qui je travaille depuis de longues années, et sur plusieurs jardins, et notamment sur Méréville. Et il m'a appelé catastrophé il y a quelques jours pour me dire que pour des raisons familiales, que je connais très bien, des difficultés personnelles qu'il a, auxquelles s'ajoutent quelques difficultés de dernière minute professionnelles, il ne pouvait pas être avec vous ce soir et il m'a demandé de vous prier de l'excuser. Alors, ce n'est pas pour autant que vous me prendrez pour le paysagiste. Il est paysagiste, il est technicien ingénieur horticole. Je ne vais pas le remplacer, je ne dirai pas tout ce qu'il sait et tout ce que je ne sais donc pas. Je parlerai simplement en architecte des monuments historiques qui a comme objectif, sur les architectures comme sur les jardins, d'émettre une synthèse à l'issue d'une démarche et de proposer, avec l'équipe qu'il a autour de lui, proposer un parti, je dirais, de reprise en main, de restauration, de réhabilitation, selon les cas. Alors ce soir, comme vous l'a dit Mireille Gruber, on va aborder deux sujets. Le premier, c'est Méréville. Méréville, c'est un parc de la fin du XVIIIe siècle et ce parc a fait l'objet de moult études, de moult réflexions depuis, je dirais, au moins une quinzaine, peut-être une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il a commencé de lui voir appliquer la démarche de la connaissance. Également, il bénéficie de travaux de reprise en main, d'urgence, de restauration. Donc, nous sommes dans des phases successives d'études préalables, d'avant-projet, mais également, encore une fois, de réalisation, de passage à l'acte avec des travaux. L'autre parc se trouve dans le midi de la France, en Languedoc-Roussillon. Et alors là, mon exposé sera assez différent parce que c'est une étude qui s'achève à peu près et qui va se prolonger dans les semaines qui viennent par une autre réflexion qui, vous verrez simplement un petit dessin, un petit croquis, qui a trait tout simplement à l'aménagement, au réaménagement en fait de l'une de ces faces, de l'une de ces clôtures pour prendre en considération une évolution du milieu urbain dans lequel se trouve ce jardin du XIXe siècle. Donc je dirais c'est peut-être affaire en fait d'intégration d'une intervention contemporaine dans ce jardin ancien classé monument historique. Alors nous allons commencer, si vous êtes très courageux, par Méréville. Très courageux, pourquoi ? Bien parce que vous ne m'entendrez pas parler d'une démarche cohérente, continue, telle qu'on la souhaiterait sur une architecture et sur un jardin. Parce que vous savez que cette démarche, eh bien, elle consiste à commencer par acquérir un maximum de connaissances, à faire de l'analyse, à faire une synthèse, et puis à formuler encore une fois un parti. Et il arrive parfois, pour des architectures comme pour des jardins, effectivement que ça se déroule dans le bon ordre, que les choses se passent comme cela. À Méréville, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué pour toutes sortes de raisons. Des raisons de propriété à un moment donné, des raisons de complexité d'un type de jardin qui ne nous est pas vraiment familier. On a beaucoup travaillé sur des jardins médiévaux, on a beaucoup travaillé sur des jardins des XVIIe et XVIIIe, les jardins symétriques. On a un petit peu moins travaillé sur les jardins de la fin du XVIIIe et pas beaucoup sur les jardins du XIXe. Donc on se fait un petit peu les dents en France sur ce type de jardin, qu'il s'agisse de Méréville ou qu'il s'agisse d'ailleurs du plateau des Poètes à Béziers.
Alors, vous ne m'en voudrez pas si je vous lis des textes. Pourquoi je lis des textes? Je m'en écarterai parfois, mais parce que je voudrais en permanence faire le parallèle entre l'existant de Méréville, entre ce que nous voyons dans les archives, entre ce que nous voyons sur le terrain et ce que les auteurs de traités de jardin au XVIIIe, à la fin du XVIIIe siècle, écrivaient en matière de conception d'un jardin pittoresque. Parce que dans ces traités, en fait, et ça ne vous surprendra pas, eh bien, il y a quantité d'informations, qu'il s'agisse de la conception, du choix du terrain, de la conception, du rapport avec le commanditaire, mais qu'il s'agisse de tous les aspects du jardin qui tiennent aussi bien au terrassement, au nivellement, à la botanique, à l'horticulture, à l'eau, aux rochers, à la construction, etc., etc. Et tout ça a été évoqué, comme à d'autres époques, pour d'autres types de jardins. Tout ça, à la fin du XVIIIe, se trouve dans plusieurs traités. Et on ne peut pas travailler à Méréville, comme on ne peut pas travailler à Béziers, sans être constamment dans les traités, dans ces écrits, dans ces dessins qui sont sortis peu de temps avant, en même temps ou peu de temps après la réalisation de ces jardins. C'est Méréville qu'Alexandre de Laborde choisit en 1808 est l'exemple s'y prêtait admirablement pour illustrer la rupture d'avec les jardins symétriques et décrire les nouveaux jardins de la fin du XVIIIe en France. Si aujourd'hui Méréville occupe une place importante dans l'histoire des jardins, force est d'admettre que la création de Jean-Joseph de Laborde fut assez rapidement oubliée. Les raisons en sont multiples et tiennent tout autant à la période révolutionnaire qui a suivi sa création qu'à un rapide laisser-aller dans la tenue du parc avant son abandon progressif, marqué à la fin du XIXe siècle par l'enlèvement de 4 de ses plus remarquables fabriques. Une autre raison, sans aucun doute majeur, réside depuis le début du XXe siècle dans une évolution sensible de la conception des jardins, s'éloignant peu à peu de celle des jardins pittoresques et des jardins paysagers du XIXe siècle. C'est en 1784 que le marquis Jean-Joseph de Laborde achète à Philippe-Antoine de la Tour du Pin le château de Méréville. Méréville se situe à 17 lieues, 68 km de Paris, à 3 lieues, 12 km d'Étampes. Vous voyez Méréville au sud de l'Île-de-France, quasiment entre Paris et Orléans. Et qu'achète-t-il ? Eh bien, là, je vais commencer des extraits de ces traités, de ces propos, que j'emprunte notamment à Alexandre de Laborde dans son ouvrage de 1808, également et majoritairement à Jean-Marie Morel, un théoricien des jardins de la fin du XVIIIe siècle, à Lalo qui a succédé début 19e à Jean-Marie Morel, si on peut parler d'ailleurs de succession, mais qui parle des jardins à cette époque-là, au duc d'Harcourt également. Et donc c'est eux, je ne reparlerai pas d'eux, je vais simplement citer, je marquerai une pause pour le dire, par exemple, que c'est au milieu des tristes plaines de la Beauce que se trouve un vallon charmant arrosé par une rivière nommée la Juine, qui jamais ne gèle et jamais ne déborde. C'est ainsi que décrivait les lieux Alexandre Laborde, le fils de Jean-Joseph de Laborde, l'acheteur, le commanditaire de Méréville. Et vous voyez ici un plan du jardin, et je vais montrer la maquette du jardin, c'est-à-dire un relief. Nous sommes entre deux rebords du plateau de la Beauce, avec la rivière la Juine, qui du sud en bas au nord en haut coule et traverse le domaine. J'ai perdu, ça va revenir, voilà, traverse le jardin qui est ainsi pris entre des amphithéâtres, l'amphithéâtre à l'est et cet amphithéâtre en quelque sorte à l'ouest. Et au milieu de cette vallée élargie se trouve un petit promontoire où se situe depuis l'époque médiévale un château qui était d'abord un château à 4 tours, et il est donc perché sur ce petit monticule dominant des marécages qui sont autour de lui au nord, à l'ouest et au sud, et bordé, si l'on peut dire, à l'est
par la rivière. Le plan terrier, je vais vous montrer également une photo aérienne avant de passer au plan terrier à l'histoire proprement dite. Et là, vous voyez à nouveau sur la gauche à l'ouest le plateau de la Beauce avec ses cultures. C'est une photo récente. Le village de Méréville au sud, avec des urbanisations à l'est, un petit peu au sud, et la rivière qui s'écoule du sud au nord, comme ceci, au milieu des bois et au milieu de prairies, le jardin étant cette zone que j'entoure avec ma petite flèche. Voilà. Ceci, c'est le vieux bourg de Méréville, auquel s'adossait le château qui est ici. Encore une photo pour vous montrer le lieu de façon plus rapprochée. Et puis une photo un petit peu de biais avec le village à droite, la rivière qui coule du sud au nord, la prairie, le rebord à l'est du plateau, ici, et puis le château, qui est au milieu du jardin, du grand parc, puisque ce jardin était composé d'un grand parc, d'un petit parc et du bois de Boulogne. Et avant d'aller plus loin, parce que je veux absolument que vous ayez quand même un peu connaissance du jardin, très rapidement, sans beaucoup de commentaires, je vais vous montrer ce qui est sous l'avion, le jardin proprement dit, à différentes saisons, et en essayant de vous montrer ce qui compose un jardin du XVIIIe pittoresque. C'est bien sûr un château, mais c'est aussi l'eau, ce sont des rochers, ce sont des végétaux, des fabriques, tout ceci évoluant, changeant au fil de la journée et au fil des saisons. Des enrochements, de l'eau, le château et de la végétation. Une ferme suisse sous la neige, c'est une fabrique, c'est de l'eau et c'est adossé à tout un coteau végétalisé. Des grottes, c'est une des particularités de Méréville. Ce sont des grottes près de la laiterie, près de la grande cascade, sous le temple. Ce sont des cheminements sous grottes, ce sont des grandes salles avec des sols de petits galets. Et ces roches, on en reparlera peut-être très brièvement tout à l'heure, étaient peintes. Ce sont les vestiges du moulin. C'est une vue en été de la prairie qui précède le château et d'allées qui vont sillonner le parc. Une autre allée, celle de l'arrivée d'ailleurs, avec la ferme suisse que l'on voyait sous la neige tout à l'heure. Et des vues, c'est-à-dire que d'une fabrique à une autre fabrique, d'une allée à une autre allée, il y a des points de vue qui sont ménagés. Ici, dans le chemin couvert sous roche, une vue sur d'autres parties, sur d'autres fabriques, sur le cheminement de l'eau dans la vallée. Une fabrique, une autre fabrique, la Noria, dans les végétaux, dans la lumière, avec des effets d'ombre. Et l'eau. L'eau, elle arrive à Méréville par un pont sous lequel elle passe. Et ce pont, eh bien, on ne le croirait pas aujourd'hui, mais c'est par ce pont eh bien, qu'on régulait l'eau avant son arrivée dans le jardin. On acceptait, on souhaitait plus ou moins d'eau et des vannes étaient disposées de manière à régler le débit d'eau et permettre des effets d'eau à l'intérieur du parc. Et des effets comme celui-ci, la grande cascade liée à son aqueduc et qui pouvait être découvert près du grand rocher où elle se trouve. Et puis l'automne, l'automne, ce sont d'autres couleurs, ce sont des platanes ici, c'est la Noria, une fabrique, puis c'est le château avec la Juine et toutes sortes d'effets qui existent encore aujourd'hui. L'histoire, le plan terrier de 1715 et le plan d'intendance de la paroisse de Méréville de 1781 nous renseignent tout à la fois sur le pays alentour et sur la localité et son site.
Alors effectivement, ces plans nous disent quantité de choses. On a tort assez souvent à dire on a un beau plan, c'est très, très joli, on a un château, on devine des jardins, on voit notamment sur le plan d'intendance de 1780 des choses qui semblent très alignées. Effectivement, c'était un jardin symétrique. C'est une chose que d'en rester là, ce serait d'ailleurs dommage que de se contenter de ces commentaires. Il faut regarder de très près comment sont rachetés et rachetés la dénivelée qui se trouve entre la rivière et puis le château. Comment ainsi peut-on descendre, comment a été traitée cette dénivelée entre la face est du château et la rivière. Et on commence à se poser toutes sortes de questions. Ces allées étaient-elles horizontales? Sûrement pas. Comment franchissait-on la dénivelée? Avec des rampes, avec des escaliers. Et on cherche les escaliers, on cherche les rampes. Et ainsi de suite, on analyse ainsi tous les signes, tous les traits, toutes les couleurs, toutes les ombres, de manière à en tirer un enseignement, une connaissance en fait sur ce que ce plan représente véritablement et ce que l'on peut en tirer. C'est ici que Jean-Joseph de Laborde, alors âgé de 65 ans, quittant son château et ses jardins symétriques de la Ferté-Vidame, cédés au duc de Penthièvre, va créer un jardin pittoresque. Le choix retenu par l'homme de goût découlait assurément, et je cite, de l'antique château, environné de grands arbres, au-dessus desquels domine encore le faîte des combles et les girouettes des tours qui le flanquent. Il découlait sûrement aussi du site proprement dit, où l'eau est en abondance, et je cite, pour former tous les effets que l'on peut désirer pour un jardin pittoresque, et les rebords du plateau aptes à structurer une composition de jardin pittoresque. Dans ce cadre, le nouveau propriétaire entreprend d'importants travaux. Et là, il faut quand même que je vous commente ces gravures que vous connaissez tous, évidemment, puisqu'il s'agit tout simplement de la représentation par Alexandre, oui, c'est dans son livre d'Alexandre de Laborde, bien c'est l'ancien château, l'antique château que je citais tout à l'heure, avec ses 4 tours, qui est ici représenté, qui n'est peut-être pas très loin de la réalité, et puis la campagne environnante, et puis ces jardins symétriques qui apparaissaient sur le plan de 1781. Donc des parterres de broderie, des taupières, un grand canal, ici, perpendiculaire. On cherche vainement la pente, la dénivelée qui nécessairement existait. Donc le plan de 81 n'est pas très bavard à ce sujet, cette gravure n'est pas très bavarde non plus. Il va nous falloir chercher ailleurs réponse aux questions qu'on peut se poser. Et puis, juxtaposé, c'est très rigolo, eh bien, vous avez la conception du jardin pittoresque, les mêmes vues, c'est-à-dire que depuis le pied du château, le perron du château à l'est, eh bien, le jardin a été complètement transformé par Joseph de Laborde et puis les créateurs, l'équipe qui l'accompagnait, pour, dans un sens et dans le sens inverse, présenter cet aspect, encore une fois, complètement différent. Et ces gravures amusantes, en fait, illustrent bien ce qui se passait à cette époque, la rupture avec les jardins symétriques et l'adoption de jardins au plus près de la nature, des jardins pittoresques. Dans ce cadre, le nouveau propriétaire entreprend d'importants travaux. Au château médiéval sont ajoutés par l'architecte Barret 2 ailes couronnées par une forte corniche à modillons filant également sur l'ancienne bâtisse. À l'intérieur, les appartements sont profondément modifiés pour être mis au goût de l'époque. Donc vous devinez l'ancien château et puis le nouveau château qui est agrandi de ces 2 ailes est à l'intérieur bien sûr, tout l'ensemble est réhabilité, rénové, mis au goût du jour comme indiqué. Entre 1784 et 1794, année de la mort, 1784-94, ce sont 10 ans. La réalisation des nouveaux jardins voit des centaines d'ouvriers remodeler le site. Le long de la Juine, dont le cours est dédoublé, sont multipliées les perspectives et les fabriques. Et c'est toute une équipe d'architectes, de jardiniers, de sculpteurs, de peintres de roche aussi, qui contribuent à l'œuvre. Bélanger a sans doute dressé les plans initiaux, dont celui conservé à Cologne, c'est ce plan-là, avant d'être remplacé par Hubert Robert quelques années plus tard. Le processus a pu être celui décrit
quelques années après, pour toutes sortes de jardins pittoresques par Alexandre de Laborde, qui, dans son livre, encore une fois, nous dit comment concevoir un jardin pittoresque, s'appuyant sur plusieurs jardins français en particulier, et sur Méréville, qu'il connaissait évidemment très bien. Et Alexandre de Laborde écrit « Rendre au terrain la forme que l'on peut supposer qu'il avait originairement, afin de lier ses parties à celles du pays qui l'entoure. Car chaque bien a reçu une disposition particulière qu'on doit encourager et qu'on ne peut en vain détruire. Le bon goût consiste à en tirer tout le parti possible. À Méréville, les jardins symétriques sont effacés et le pays est associé par ses composants à la création du jardin. Le pays, eh bien, ce sont des vues à partir du jardin, sur le coteau à l'est, sur le village au sud, sur le coteau à l'ouest. Alexandre de Laborde ajoute « Deux choses importantes sont à observer, c'est l'union des parties avec le tout et l'harmonie des parties entre elles. À Méréville, la vallée garantit ces deux objectifs, les eaux de la Juine unissent toutes les parties d'un parc en ayant l'air de les diviser. » J'aime toujours ces façons de parler, ces expressions. Et pour terminer, il indique « Savoir pratiquer le nivellement pour les opérations préliminaires, connaître la partie de l'hydraulique qui traite de la conduite des eaux, étudier le mouvement des terres pour parvenir à l'exécution avec le plus d'économie possible, et enfin être instruit de la partie de l'agriculture qui traite de la culture des arbres. La maîtrise de la Juine fut à Méréville assurée, l'intégration au site étant tout à la fois garante de continuité avec le pays et l'économie. À partir de 1824, le comte de Saint-Roman, nouveau propriétaire de Méréville, entretiendra à peu près le parc. Ça, c'est un plan qui est de 1831, donc qui correspond à peu près à l'époque de Saint-Roman, donc qui a succédé bien une trentaine d'années à Joseph de Laborde et à sa veuve, et qui nous indique lui aussi quantité de choses. On ne va pas entrer dans le détail, qu'il existe le Grand Parc encore, qu'il existe le Grand Parc, j'ai du mal à encadrer, c'est tout ceci, le Grand Parc de Joseph de Laborde, le petit parc qui est encore ici non loti, et au sud que vous ne voyez pas, le bois de Boulogne. En 1831, tout est encore là. Et le nouveau propriétaire réalisera même de nouvelles fabriques. Ça, ce sont des vues qui sont de la fin du 19e et qui nous indiquent également ce qu'en 1831, le visiteur, le propriétaire pouvait voir. Et depuis le milieu du 19e, se sont succédés après Saint-Roman maints propriétaires, souvent exploitants ou négociants en bois, peu soucieux du maintien du domaine. Alors je vous montre quelques photos. Ça, c'est la ferme suisse que vous avez déjà vue sous la neige tout à l'heure et qui a été créée par le comte de Saint-Roman. Ceci est une orangerie qui a succédé à une autre orangerie. Une orangerie qui n'a pas ma préférence, mais enfin bon, elle existe, elle a le mérite d'exister, elle fait partie du tout. Et puis ça, c'est ce qui a disparu à la fin du 19e siècle. Je faisais allusion tout à l'heure à 4 fabriques disparues, en tous les cas pas totalement disparues pour tout le monde, puisqu'elles ont été démontées, et elles ont fait un petit voyage à côté des temples dans le domaine de Geurs, où elles sont disposées aujourd'hui. Des ponts sur la rivière, la colonne rostrale, elle aussi a déménagé. Et voilà le déménagement. Donc c'est triste, je passe très vite. Un plan du XXe siècle. Au XXe siècle, dans les années 80, un projet de golf fut présenté auquel ne donna pas suite la société promotrice. Le dossier était passé en commission supérieure des monuments historiques, avait été débattu, avait fait l'objet de bien des réflexions, des critiques aussi. Il était en voie de réalisation et la Société du Château de Méréville a mis le holà en même temps que naissait peut-être une passion pour les jardins, en même temps que naissait un débat sur la restauration du jardin. Et elle s'est employée tant bien que mal à le tirer d'affaire, à temporiser en attendant un propriétaire. Et c'est le département de l'Essonne qui, le 4 décembre 2000, 2 siècles après la création, s'est porté donc acquéreur du domaine de Méréville. Et alors,
quel était l'état des lieux en 2000 ? Eh bien, en 2000, Méréville, c'était pas très enthousiasmant, il fallait y croire, parce que tout était en très mauvais état. Le château, 5000 mètres carrés, ça paraît tout petit comme ça, c'est considérable en réalité, parce qu'il y a des entresols partout, des niveaux d'entresol à chaque étage, et donc c'est tout ceci qui est superposé à l'intérieur de l'enveloppe. Le parc, 60 hectares, il ne reste plus que le grand parc. Ce grand parc dont je vous parle depuis le début, traumatisé par la création dans la seconde moitié du XXe siècle d'une peuplerée, c'est-à-dire qu'au XXe siècle, eh bien, un propriétaire avait planté des peupliers pour les exploiter et les abattre un jour. Et donc toute la plaine était plantée et le vide était remplacé par un plein. Et puis ce jardin, comme beaucoup d'autres jardins en France et en Europe, a subi les conséquences de l'ouragan du 26 décembre 1999. Une gestion de la Juine ignorant superbement, la rivière, la Juine, ignorant superbement son passage dans le domaine historique, et puis des fabriques dans un état d'abandon avancé. Un mur de clôture de 3,5 km de longueur, eh bien lui aussi qui commençait à s'écrouler. Vous voyez la ferme suisse dans quel état elle était, ça c'est la laiterie. Et rappelle simplement d'une chose, dans cet état-là, acheté par le département courageux de l'Essonne et avec des protections. Alors des protections de deux types, des protections de trois types pour être complet. Une protection monument historique sur le parc dans sa totalité, avec stipulation des fabriques, du rez-de-chaussée du château, et puis une protection site, vallée de la Juine, c'est-à-dire une partie du parc est protégée site, et puis est venue très, très récemment, en 2003, ça n'arrange pas les choses pour nous, la définition d'une zone naturelle. Alors je lis là mon texte parce que vraiment c'est très compliqué. C'est une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique, déterminée le 5 mars. Donc ça, c'est extrêmement compliqué parce que c'est très compliqué patrimonialement parlant, et quand on a de l'écologie, de l'environnement, c'est passionnant, mais c'est difficile. Alors, qu'est-ce qui a commencé ? Le département, immédiatement, s'est lancé, c'est-à-dire très, très responsable avec la Conservation régionale des monuments historiques, la DRAC, a dit il faut qu'on fasse ces travaux d'urgence, il faut stopper l'évolution de la dégradation, et des travaux ont été lancés. Eh bien, vous les voyez sur ces photos. Bien, en quoi consiste-t-il ? Vous voyez les feux. Eh bien, on brûle, on arrache, après avoir acquis quand même un minimum de connaissances, bien sûr. Des lieux avec une consultation d'ethnobotanistes, avec des repérages quand même, mais peut-être, il faut le dire, peut-être avec des dégradations à l'encontre d'indices à cette occasion. L'urgence était telle qu'il fallait quand même parer au plus pressé. Donc, vous voyez des allées, des chemins, on pourrait dire des chemins ici, une allée là, qui sont dégagés, des arbres qui sont abattus, qui menaçaient de tomber quand l'ouragan ne les avait pas fait tomber, et puis des plantations le long des chemins, le long des clôtures, pour restituer des masques végétaux à bon compte, avec des tout petits arbres, de tout petits sujets qui sont plantés dans les fosses, dont Philippe Raguin pourrait mieux vous parler que moi, mais ce parti pris dès le premier jour, en même temps que les urgences, pour reconstituer une épaisseur végétale de futures lisières peut-être. Et puis, le département, je continue là, je vais vous montrer quelques images, en architecture, mais ce n'est pas ça qui est intéressant ce soir. À nouveau, il y a des captages d'eau, de sources, parce que tout c'était devenu très aquatique. Et puis en dernier, très récemment en fait, le département le souhaitant à juste raison, parce que le département souhaitait traiter les urgences, mais il souhaitait aussi, traitant les urgences, que les Essonniens, Essonniens du Nord, Essonniens du Sud, les Franciliens, puissent faire connaissance avec ce domaine, et quelques fabriques, notamment celle-ci, et puis la Maison du Gardien qui lui fait face, ont été réhabilitées avec grand soin de manière à accueillir le visiteur et ainsi à lui présenter le domaine. Donc quelques travaux dans le parc ont été faits également.
Et dans la foulée, simultanément, le département entamait une action culturelle et s'attachait à définir le futur usage, sans lequel, effectivement, aucun paysagiste, aucun architecte, aucun concepteur pourrait se passer, pourrait avancer. Et ça s'est traduit par des activités, également des rencontres avec les habitants de Méréville, avec les Essonniens, etc. Encore une fois, pour leur faire prendre connaissance du domaine historique, mais également pour greffer des activités culturelles, des rendez-vous à Méréville. Il y a des artistes, il y a des photographes, il y a des écrivains qui ont été invités également à photographier, à écrire le domaine. Alors, vous me direz, quelle démarche dans le fond, parce que vous parlez de l'histoire, vous parlez déjà de travaux et on ne vous voit pas, on ne voit pas tellement l'architecte, on ne voit pas le paysagiste, et là, vous êtes en train de nous faire le coup de travailler tout seul, sans équipe pluridisciplinaire, comme vous juriez de le faire au début. Et vous auriez raison, donc tout de suite, je vais me rattraper, il y a une démarche qu'il faut suivre. Il faut absolument la suivre, et il faut la suivre en équipe, surtout sur un domaine aussi compliqué que celui-ci. Et comment a-t-on fait ? Eh bien, on a voulu acquérir la connaissance, comme je viens de vous l'indiquer. Et une équipe a été constituée avant même que le département achète le domaine. La conservation régionale des monuments historiques, la DRAC, donc Île-de-France, ont souhaité, en attendant un propriétaire, déjà qu'une réflexion soit menée. Et donc, on a en quelque sorte pris les devants. Et une équipe de documentalistes, d'archéologues, d'ethnobotanistes, de géomètres, de paysagistes, et j'en oublie sans doute, d'experts arboricoles, et non des moindres, on a travaillé avec la conservation régionale, avec un propriétaire un tantinément absent. Et donc là, il y a déjà pas mal de choses qui ont pu être collectées, rassemblées, et ça nous a permis déjà un petit peu de savoir ce que l'on savait, et puis aussi de savoir ce que l'on ne savait pas, et qu'il faudrait, si possible, savoir à l'avenir. Et c'est sur ce fond quand même de connaissances, de premières connaissances, que les travaux d'urgence que je vous ai montrés tout à l'heure, ces travaux d'ouverture au public à minima, ont été faits. Donc je pense quand même qu'on n'a pas trop abîmé d'indices, je l'espère en tous les cas, grâce à cette préparation des travaux d'urgence et des premiers travaux d'accueil. Et alors la connaissance, toujours la connaissance encore, eh bien dès lors que le département s'est porté acquéreur, eh bien nous avons travaillé à nouveau les textes, l'iconographie en particulier, la théorie des jardins, et puis je vais continuer ma lecture, vous dire que c'est une équipe à peu près la précédente, toujours Philippe Raguin, non, c'est Nicole Guéric qui nous a rejoints, qui a fait un travail admirable, extraordinaire d'étude des textes, de critique des textes, et puis d'autres personnes nous ont rejoints pour avancer dans cette connaissance. Et à Méréville, comme en d'autres lieux, sans aucun doute, il est indispensable de faire la part entre les données recueillies. À tout instant doit être débusquée la fausse interprétation, l'idée infondée mais galvaudée depuis toujours, la vision totalement erronée que nous avons malgré nous de la conception, de l'exécution et de la maintenance des jardins au XVIIIe siècle et dans les siècles qui ont suivi. En 10 années de chantier, les projets se sont en réalité succédés. On ne peut pas dire qu'il y a un projet Bélanger, puisque je vous ai d'ailleurs dit que Hubert Robert avait succédé à Bélanger. Donc il y a plusieurs projets en 10 ans sur le seul site. C'est-à-dire que le commanditaire changeait peut-être un petit peu d'avis au vu des propositions qui lui étaient faites par Bélanger puis par Hubert Robert, alors que les travaux étaient déjà partis. Mais ce qui s'est passé aussi, comme dans d'autres lieux, c'est qu'il y a eu des périodes de gel intenses, extrêmement forts, qui ont tout à fait saccagé ce qui venait d'être fait dans l'année qui a précédé. Il y a eu des déconvenues lors des plantations, parce que de grands végétaux ont été importés à Méréville, d'autres propriétés en déshérence parfois, pour immédiatement faire un effet. Et des déconvenues, bien parce que ces grands végétaux n'ont pas forcément pris racine comme on l'aurait souhaité. Et puis il y a eu des ouragans et il y a eu des grêles également qui sont citées dans les textes, qui ont elles-mêmes saccagé également le jardin.
Et en 10 années de chantier, les projets se sont donc succédés, se contredisant parfois, s'ajustant du fait des problèmes de sol, des hivers, des orages, de l'introduction de végétaux inadaptés, etc. Depuis 2 siècles se sont écoulés qui ont vu croître la pollution par des espèces spontanées ou implantées sans rapport avec le jardin. Je vous ai parlé des peupliers, mais il y a cette plaie que sont les élantes, les vernis du Japon, simplement quelques graines de vernis du Japon, et le parc est envahi de vernis du Japon. Alors, la connaissance, eh bien, sur quoi se base-t-elle? Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce que c'est très important à mes yeux. Eh bien, c'est la théorie des jardins diffusée depuis le milieu du XVIIIe et qui reflète une révolution dans l'art des jardins. Ce sont les intentions successives et les moyens consentis par le commanditaire, Joseph de Laborde. C'est durant les chantiers, c'est toutes sortes d'indices qui nous viennent. Comme je dis toujours, comme mes confrères le disent, comme tout le monde le sait, eh bien c'est qu'une étude, une connaissance, elle ne s'arrête pas le jour où on rend le dossier. Il n'y a pas mieux que le chantier pour avoir la connaissance des lieux, que ce soit d'une architecture ou du jardin. Alors je me souviens d'un maître d'ouvrage il y a quelques années qui me disait « mais vos comptes rendus de chantier, mais je n'y comprends rien du tout, vous parlez de tout, qu'est-ce que c'est que ces histoires, ça fait parfois des pages et des pages, moi je voudrais que vous me fassiez un compte rendu de chantier sur la restauration que vous êtes en train de faire et pas que vous ne me parliez pas de toutes sortes d'autres choses ». Ben si, l'architecte des monuments historiques qui fait un chantier, eh bien, il ne se contente pas d'un compte-rendu qui raconte que les entreprises doivent s'activer, que les entreprises doivent faire des essais pour convenance. Il faut qu'il raconte dans ses comptes-rendus de chantier, jusqu'à la réception des ouvrages, ce qu'il voit avec les entrepreneurs, ce qu'il voit avec les artisans. Il faut que son œil soit à chaque fois attentif, vigilant, pour trouver ce que les textes n'ont pas dit, ce que les sondages n'ont pas dit auparavant. Et tant pis, bien parfois, les comptes rendus ne font pas 1 page ou 2 pages, ils en font des fois beaucoup plus, et ils sont accompagnés de photos et de dessins, parce qu'on continue à dessiner durant le chantier. Et durant les chantiers d'urgence, eh bien, par exemple, nous avons trouvé des matériaux, des briques. On a fait un inventaire des briques, parce que comme ça, au premier coup d'œil, on a l'impression de 2 générations de briques. Puis en réalité, il y a des briques qui sont signées, il y a des briques qui sont parfaitement distinguables les unes par rapport aux autres, qui sont d'époques différentes et qui s'échelonnent effectivement du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et puis, quand on travaille à proximité immédiate des rochers, on s'aperçoit d'une chose, sur les rochers, bien un jour on ne le verra pas, mais un autre jour on le verra, il y a des peintures. Et effectivement, les textes nous parlaient de Restou, le peintre des roches. Et effectivement, on a des ocres, on a des teintes sombres parfois, on a des verts sombres, on a des bleus, des choses qui sont dans les infractuosités, dans les diaclases, on les devine et on les note et on les repère à l'occasion des travaux. Et puis on sait qu'on reviendra un jour sur ces grottes pour faire des analyses de pigments et pour en savoir encore un petit peu plus et bien sûr ne pas nettoyer et décaper ces vestiges. Alors évidemment, si on travaille sur des serrureries, que fait-on? On travaille avec le laboratoire, même en urgence. Le département était conscient de cette nécessité. On ne va pas décaper les grilles ou en tous les cas les frotter. On s'est contenté de les brosser dans un premier temps. Mais le département a dit, mais il faut qu'on sache également, il faut qu'on sache quelles peintures ont été utilisées. Eh bien, on le sait sur plusieurs grilles, parce qu'avec le laboratoire, avant de mettre une couche de protection provisoire, je dirais, eh bien, on a déjà fait l'analyse pour savoir comment avait été conçue la peinture, la protection, et puis quels coloris avaient été mis en œuvre. Et alors, la connaissance encore, eh bien oui, on bénéficiait aussi d'archéologie, parce que archives, bien sûr, ethnobotanique, examen des végétaux, des souches récemment coupées à l'occasion des coupes nécessitées par l'ouragan. On regardait aussi les cernes, on regardait un petit peu quel était l'âge des sujets, ce qu'ils valaient, à quelle période ils se rattachaient. Et puis, en archéologie, on a eu, avec un aliment, déjà des informations. Alors, vous ne le voyez peut-être pas très bien de votre place, mais ça appartenait à la première phase de connaissance, et puis ça a appartenu également à la seconde. Eh bien, on a fait des sondages avec elle. Elle a fait des sondages, des rapports admirables également. Et je me souviens toujours, elle m'a montré tout simplement bien, ce qu'elle voit, et ce qu'on ne voit pas forcément, ni le paysagiste, ni l'architecte, et pas plus l'archéologue qui n'est pas habitué au jardin, parce qu'il faut être spécialiste pour être dans un jardin, archéologue. Et elle m'a montré ce jour
jour-là, tout simplement, le jeté de la brouette, c'est-à-dire la brouette avec laquelle on avait fait les terrassements, ces quantités incroyables que Joseph de Laborde avait commanditées pour refaçonner toute la vallée, pour faire changer son cours à la rivière. Et on avait trace en quantité d'endroits des brouettes qu'on avait déversées de manière à reformer, à modeler le terrain en question. Et elle a mis le doigt dessus. Et puis elle a mis le doigt sur des trous de plantation. Et puis elle nous a permis de mettre les yeux sur un canal, ce canal qui existe dans, c'est par là, c'est dans tout ça, voilà, je crois que c'est cette partie-là, un canal qu'on ne s'explique pas toujours, mais enfin, qui montrait que le plan d'intendance, il était tout à fait crédible. Et puis, ce qu'on a regardé, tout simplement, au fil des rendez-vous de chantier, au fil de la réflexion sur le terrain, de façon un petit peu informelle, je dirais, ça ne s'appelle pas étude préalable, ça s'appelle chantier, ça s'appelle curiosité au moment du rendez-vous de chantier, c'est une visite entre deux rendez-vous de chantier, c'est un approfondissement. Et Nicole Goéric l'a détecté, nous l'avons vu, et bien ces points de vue qui vraisemblablement avaient été recherchés d'une fabrique à une autre, encore que lorsqu'on dessine ça, on est complètement, notre vision est complètement faussée par l'évolution du jardin. Parce qu'en fait, ce jardin aujourd'hui, après l'abattage de la Poplerée, il apparaît, vous l'avez deviné tout à l'heure sur les premières photos, c'est un no man's land, c'est une prairie, il n'y a quasiment plus d'arbres, mais en réalité, au XVIIIe, il y avait des bosquets. Il y avait des sujets isolés et que ces vues-là, elles n'étaient peut-être pas si évidentes que ça en définitive et qu'on n'avait pas ces effets de belvédère qui sont là. Donc c'est à prendre et à laisser, c'est pas forcément très intéressant, pas complètement intéressant pour la suite. Alors, la connaissance encore, je ne sais plus pourquoi, parce que les traités, parce que voilà, toutes sortes, c'est une scène, c'est dans Le Rouge, un livre que je n'ai pas cité tout à l'heure, et qui nous montre ce qui pouvait se passer dans une fabrique, par exemple, des choses folichonnes, des choses sympathiques, parce qu'on peut se demander, effectivement, à Méréville, toutes ces fabriques, mais à quoi servaient-elles? On sait que s'y passait ce genre de choses, dans de la mousse, Nicole l'a bien décrypté, mais imaginez que dans le moulin que je vous montrais tout à l'heure, il s'y passait tout autre chose. C'était un petit peu comme à Versailles avec Marie-Antoinette, c'est-à-dire dans le moulin, on sait qu'au rez-de-chaussée se trouvait le meunier, qui très sérieusement exerçait comme meunier avec une roue, faisait tourner la roue et effectivement pouvait livrer de la farine. Et puis à l'étage du même ouvrage, on sait qu'il y avait des salons pour Madame de Laborde, c'est-à-dire qu'on avait Madame de Laborde au-dessus du meunier, le meunier au rez-de-chaussée, donc on était à la campagne avec des animaux, avec toutes sortes d'activités très campagnardes et les mêmes activités en fait qui sont dans le pays environnant, en amont du jardin, en aval, le long de la Juine, et puis sur les coteaux et sur les plateaux de la Beauce. Et puis bien sûr d'autres jardins en Grande-Bretagne et en Chine qui ont pu, le pont, je vais passer très rapidement, voilà, encore sécher le rouge avec toutes sortes d'explications ici sur la hauteur des arbres, sur les effets de masque, d'écran, d'ombre, de lumière, de premier plan, de second plan, de coulisses, de vue perspective au travers, tantôt de bosquets, tantôt d'arbres isolés, et puis voilà, donc nous en sommes arrivés à un moment donné où le département de l'Essonne se disait mais on sait des choses, mais est-ce qu'on se lance? Et je dirais devant Stéphanie Bécher qui est ici, qui appartient au département de l'Essonne, j'ose lui dire, on a été tous, et le département en particulier, à se dire mais comment continue-t-on sur un autre jardin? On sait faire, un autre jardin, on a repéré en archéologie, en fondation, en toutes sortes, grâce à la pluridisciplinarité, ma foi, il n'y a plus qu'à planter quand on est arrivé à ce stade-là. Nous, à Méréville, ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas parce qu'entre cette connaissance acquise, qui est beaucoup plus épaisse que ce que vous voyez ici, eh bien, on ne sait pas encore très bien faire. Et le département avait la trouille de voir transformer son jardin en jardin monument historique. Je crois que c'était une trouille, surtout avec l'architecte en chef des monuments historiques. Ça, c'était une crainte, je l'ai senti à maintes reprises. Il va nous transformer le jardin, il va dire, ça y est, je décide de refaire le jardin de Laborde. Donc une trouille terrible, et pourtant, je l'ai rassuré, mais ça suffisait quand même pas. Et le département a dit, on va le calmer, on va lui demander un schéma directeur. Alors, un schéma directeur, comme ça ne prête pas à conséquence, on va le maîtriser, il va nous sortir des priorités, un phasage, des coûts, donc ça va bien se passer, on le tiendra. Et on s'est lancé dans un schéma directeur. Et un schéma directeur, je dis ça en plaisantant pour me faire du bien, pour me décontracter devant vous, c'était une bonne idée, de toute façon. C'était une bonne idée parce que ça nous a permis de mettre au net ce qui avait été rassemblé, et là encore de savoir si ce qu'on avait rassemblé était suffisant pour déboucher un jour sur la restauration, la création, le cas échéant, parce qu'on ne sait toujours pas très bien, on le saura bientôt, dans l'année qui vient d'ailleurs, on saura comment ça va se passer sans doute. Et là, on a continué la réflexion, on a tout simplement on a prolongé ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, l'état ancien, l'état actuel, l'état ancien, l'état actuel, ancien, actuel. Je vais un peu moins vite quand même pour que vous voyez au passage le jardin pittoresque. L'eau, les animaux, la végétation, l'ombre, le bruit de la rivière, pas de bruit ici, là ici en aval, une toute petite cascade de 20 cm de hauteur, le long d'une allée. Quand on passe, on entend l'eau. On ne la voit pas, mais on l'entend. Ici, on la voit. C'est un plan d'eau. Ici, une vue extraordinaire, le lac, le pont des Boules d'Or, la colonne rostrale, le jardin, le château. Vous voyez, on le voit, toutes des paras, des peupliers, en quantité, ça on le sait. Des peupliers groupés, généralement, des arbres, des bosquets, des arbustes, des effets de coulisses, des arrêts, et encore une fois, des ombres de la lumière. Et puis des activités, vous le voyez aussi, tout simplement. Et ça, c'est superbe, et en plus, c'est vrai. C'est vrai parce que tout ça est possible. Et puis l'état actuel. Puis on continue. Même chose. La laiterie, qui est à Jeure aujourd'hui. Le grand lac, au bord duquel on était sur la vue précédente. Puis l'état actuel. Ce sublime temple de Barret, en haut de la colline, précédé du pont ruiné. Et on aperçoit le château. Et là aussi, tout ça est vrai. Hubert Robert a peint parfois des choses qui ne sont pas vraies. Ici, c'était complètement vrai, on l'a vérifié par informatique. Le pont et la cascade, le grand rocher, dans cet état-là. Alors on a continué. On a regardé ce plan de 1781. On a regardé à nouveau avec un aliment, on a regardé ce qu'elle avait trouvé. Ce dont on était certain, comment était composé le jardin symétrique. On a fait une relecture. On a regardé les permanences, c'est-à-dire sur ce plan, vous voyez exprimer des choses qui ont toujours existé, des limites du bourg, des allées, ou qui se sont ajoutées les unes aux autres, dont on est certain. L'importance également de petits groupements d'habitation qui a existé au XVIIIe siècle, sans doute au XVIIe siècle, et avec lesquels les créateurs, et Joseph de Laborde, ont composé. Il n'était pas question de tout créer, on a récupéré des matériaux, on a construit là où il existait des fondations d'un bâtiment existant pour faire des économies, tout simplement. Ça peut faire sourire, mais en même temps, cet homme de 65 ans était désireux de ne pas gâcher, de ne pas dépenser en tous sens, et s'il modifiait le cours de la rivière, mais il faisait des économies par ailleurs. Et puis ça, c'est un plan de sensibilité archéologique qui résulte de tout ce qui a été dit. Il faut faire attention sur quantité de zones où on a de l'archéologie à trouver. On a fait des synthèses scène par scène, c'est-à-dire que dans le jardin, on a défini
comme le dit Jean-Marie Morel dans son traité, le duc d'Harcourt également, des tableaux, des scènes. On a décomposé, on a regardé ce qu'on avait, on a regardé ce qui nous manquait. On a avancé, on a essayé d'être synthétique sur plusieurs d'entre elles, sur toutes les scènes. Et puis alors voilà, on n'a pas hésité, dans le cadre du schéma directeur aussi, à parler, grâce à une équipe qui a été missionnée spécialement pour ça, mais à parler d'écologie, d'environnement. Et puis à ce terrible plan qui nous est tombé sur la figure, sur la tête, c'est un plan de sauvegarde. Alors évidemment, on aime bien un plan de sensibilité archéologique, mais un plan de sensibilité parce qu'il y a des poissons, il y a des grenouilles, il y a des choses à sauvegarder. Alors ça, on aime beaucoup moins, même si c'est effectivement intéressant. Ma foi, on va faire avec, mais ça n'arrange pas les choses parce que il y a eu des excès peut-être. C'est peut-être une critique qu'on peut se faire, le département, nous-mêmes, l'équipe, et puis l'hydraulicien qui a travaillé, c'est qu'on a travaillé en isolé. C'est difficile, alors des fois, je vous le dirais, c'est dans des équipes, avec des équipes comme ça, il faut que tout le monde joue le jeu. Il y a des fois, c'est un petit peu en décalé. Parfois, la synthèse est ardue. Parfois, il y a également des susceptibilités. Donc, on a essuyé les plâtres sur une affaire comme ça. Donc, on va rattraper les choses, là, c'est en cours, ça va être rattrapé, il n'y a pas de problème, on est optimiste et tout va marcher. Et alors, le schéma directeur, il a conclu sur une chose, il a conclu sur le fait qu'il y avait très certainement, dans cette limite rouge qui est ici, une puissance, je dirais, une réserve historique, archéologique, végétale, architecturale, de rochers, d'eau, d'événements, du jardin pittoresque qui était extrêmement intense dans tous ces secteurs-là. Et à l'inverse, il y avait peut-être des zones qui pouvaient être peut-être laissées de côté. Elles servent de cadre néanmoins à ceci. Elles font peut-être partie déjà du pays alentour. Il s'agit du coteau suisse ici au nord, à l'ouest, également de la prairie qui est ici, et puis de cette zone-là au nord du Grand Parc. Et comment les a-t-on appelés ? On a dit, dans le fond, ce sont des jachères patrimoniales. C'est-à-dire, on fait le minimum, et puis ceux qui nous succéderont un jour, peut-être en feront plus, et feront de l'archéologie, feront de l'archive, en feront peut-être plus. Et puis on va tout simplement, le département a dit, on va garder au maximum les choses en l'état, entretenir, gérer tout simplement. Et puis là, par contre, mettre le paquet. Et mettre le paquet, c'est en fonction d'une synthèse avancée, dire comment on va intervenir. Et on intervient en matière de parcours, par exemple. Il y a des parcours libres, le bleu, que l'on pense bon, après expérimentation d'ailleurs de différentes allées, différents trajets depuis quelques années, depuis l'accueil du public, de recommander. Là, c'est ouvert, a priori, ça pourrait être ouvert à qui veut fréquenter le jardin. Et puis des choses plus difficiles comme le rouge, parce que c'est délicat, c'est très accidenté, là il faut guider, aller jusqu'au potager qui est ici. Et puis on a tout simplement le vert, bien sûr, le vert c'est l'environnement, c'est la zone naturelle qu'on va visiter avec un parcours vert. Et puis il y a différentes choses qui sont indiquées, des accès qui ménagent le visiteur, du chantier qui se déroule, des accès que l'on va privilégier à l'avenir, qui vont succéder à des accès provisoires. Donc tout ceci est rassemblé sur ce plan. Et puis un phasage, parce qu'un schéma a été dressé après cette synthèse, et puis par quoi va-t-on commencer ? On va commencer par ici, continuer par là, etc. etc. Et grosso modo, on va avancer d'ouest en sud, et puis faire le tour ici, et puis remonter sur le potager. Alors avec différents paramètres, différents critères. L'un d'eux, par exemple, c'est traiter le lac ici, c'est extrêmement délicat en termes d'environnement, d'écologie, en termes tout simplement de loi sur l'eau. C'est-à-dire que ce lac est aujourd'hui très envasé. Il y a des démarches administratives à suivre qui sont extrêmement longues, des études d'impact à faire. Et donc, il n'était pas question de commencer par là parce qu'on savait très bien qu'on ne ferait rien en attendant. Donc ça, c'est une raison. Il y avait à accélérer peut-être l'ouverture au public ici. Donc, des choses sont commencées sur la Maison du Gardien, sur la ferme suisse. C'est cette zone-là qu'il fallait privilégier dans un premier temps avant de poursuivre après sur le reste du parc. Et puis des fiches, tableau par tableau, tranche par tranche, phase par phase surtout, ont été établies. Nous commençons, donc là il s'agit de la phase 7 je crois,
Les autres ont été faites, et c'est cette phase-là qui va être orange, ici, qui va être traitée. Et il y a des coûts qui ont été avancés. Des coûts qui ont été avancés. Les conditions à ces coûts, ce sont des investigations complémentaires, ce sont des dessins, ce sont des recherches en archives, c'est différentes choses qu'il faudra faire avant de mettre en œuvre un projet et une consultation d'entreprise. Un autre secteur, c'est un des derniers secteurs, celui du temple ici. Et alors le temple, vous me direz, effectivement, le temple, il est étageur, la colonne rostrale étageur, etc. Alors ça va être un débat terrible, ça va être sanglant, parce qu'on le devine tous. Le département appréhende ce moment-là. Moi, je me cacherai sous la table au moment des débats, parce qu'évidemment, ça a l'air tout bête, parce que ces fabriques, elles sont tageurs, elles sont à 30 km à peine de Méréville, elles existent dans leur état 18e, elles ont été déposées, effectivement remontées avec des mortiers de ciment, il n'empêche qu'elles sont là dans leur authenticité, on pourrait dire à 80%, mais imaginez que ça va pas être simple, parce que les déménager c'est quasi impossible, parce que techniquement on va tout esquinter, le ciment nous interdira la dépose, le propriétaire de toute façon se couchera sur le chemin et on ne pourra pas passer par-dessus lui, c'est impensable. Et alors que fera-t-on? Alors le débat éternel des copies. Osera-t-on des copies de quelque chose qu'on connaît à 100%? Les fera-t-on en béton? Parce que bêtement, ça sera peut-être plus cher en béton qu'en pierre, donc pourquoi pas en béton. On le fera en bois et en stuc, parce qu'en pierre, ça serait tellement simple, il faut faire beaucoup plus compliqué, parce que les visiteurs sont tous des imbéciles, les architectes aussi, et que si on le fait en pierre, ils ne comprendront pas que c'est une copie et que l'original est ailleurs, donc il faut le faire en bois pour que le message passe parfaitement. Donc on prend les gens pour les imbéciles assez souvent, et puis il y aura d'autres solutions, des trucs inimaginables aujourd'hui. Mais enfin bon, tout sera passé en revue. Ça va être, encore une fois, saignant, ça va être terrible. Alors, on en parlera quand même, parce que c'est ce qu'on connaît de mieux à Méréville et que ça serait dommage de baisser les bras. Alors, en complément au schéma directeur, et j'en terminerai, je vous soulage tout de suite, ce schéma va se prolonger par la souhaitée par le département, effectivement, du parti. Voilà, c'est ce petit mot qui est ici, qui est si difficile à faire passer chez les élèves, que ce soit à Chaillot, que ce soit à Rabat, c'était hier avant-hier, je leur disais « sortez le parti ». Alors, généralement, ils ouvrent de grands yeux, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, le parti? Et le parti, c'est très important. En architecture contemporaine, on crée un jardin contemporain, il faut un parti, il faut des idées, il faut avoir réfléchi, il faut faire la synthèse entre ce que veut le commanditaire, entre les usages, entre l'air du temps, entre le terrain qui nous est donné pour construire, pour jardiner. Il faut faire une synthèse et il faut se positionner par rapport aux chartes internationales, par rapport à toutes sortes de paramètres et dire, voilà, par rapport à tous ces paramètres, moi personnellement, moi peut-être collégialement aussi, dans mon équipe, toute mon équipe, on pense qu'il est bon de se diriger vers telle et telle solution, telle et telle orientation pour telle et telle raison. Un autre homme, une autre équipe, verra peut-être les paramètres avec d'autres yeux, une autre façon, il aura sans doute un autre parti. Et alors le parti, comment va-t-on faire? Ce parti, c'est pour 2011. Imaginez que ça doit sortir pour décembre, je crois, 2011. Donc rendez-vous en 2011. Il sera, je pense, détaillé, collégialement débattu, présenté en Commission nationale des monuments historiques, très certainement. Et puis on va travailler comme ça. Je vais vous montrer comment on va travailler en quelques pages. On va faire un petit peu d'informatique, de simulation, voir comment est le temple. Parce que ce temple, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas simplement en réintroduire quelque chose qui a disparu, c'est qu'imaginez le travail du paysagiste si on lui met le temple ici.
c'est qu'il aura l'échelle du site. C'est inimaginable aujourd'hui. On ne sait pas le temple. On a des photos anciennes, des choses comme ça. On peut, comme en informatique ici, le repositionner. Mais quelle dimension, quelle formation donner aux arbres, aux arbustes? Comment va-t-on le percevoir si l'objet en question, on ne l'a pas véritablement dans l'œil? C'est quasiment une obligation. Alors on peut faire une maquette, ça a été envisagé, mais c'est une aide extrêmement précieuse pour définir le jardin, le paysage qui est ici. Il donnera l'échelle, il donnera les dimensions. C'est quasiment incontournable et le travail sera beaucoup plus facile. Eh bien, on travaillera aussi avec des dessins, comme on a commencé à le faire, entre un chantier puis le schéma directeur. On s'est amusé à regarder comment va-t-on représenter pour la Commission nationale des parcs et jardins, pour notre commanditaire, le département de l'Essonne, comment le message va-t-il passer? Aujourd'hui, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va lui promettre? Comment va-t-on figurer ça? Est-ce qu'on va faire un dessin informatique? Sûrement pas. Est-ce qu'on va faire une gravure à la bourgeois? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Alors, on s'est lancé dans l'équipe, un aquarelliste, un dessinateur qui a de l'or dans les mains, nous accompagne. Et puis, on a commencé à regarder comment représenter les végétaux, comment représenter les lumières, les ombres, et comment aller dans le paysage et donner cette image. Jouer un petit peu à Hubert Robert qui faisait ses toiles peintes, mais enfin nous sommes de tout petits Hubert Robert évidemment, donc j'arrête la comparaison, c'est simplement la démarche. Finalement c'est un tableau maquette en quelque sorte qu'on va présenter au département et à la Commission nationale des monuments historiques. Voilà, agrandi, c'est ceci, un avant, un après, et puis un avant, un après, un petit peu agrandi, qu'on essaie d'attraper. Il en aura beaucoup d'autres, un avant, un après aussi. Regardez, le château, quand est-ce qu'on doit le percevoir? Qu'est-ce qu'il doit le cacher jusqu'à la dernière minute qui permet la découverte à la dernière minute après avoir vu autre chose? Encore alors avec de la couleur cette fois-ci, parce que ça nous semblait souhaitable d'avoir de la couleur. Vous devinez, vous peut-être, moi même pas sur l'écran, c'est au fond, je crois que c'est la ferme suisse qui est ici, avec un potager qui serait créé, un verger, des ombres, des lumières, le chemin de l'arrivée ici, que l'on doit voir d'où nous sommes, il nous semble, pour avoir travaillé et tiré profit de l'historien, de ce qu'il a observé, avoir la sensibilité du paysagiste qui dit, compte tenu des gravures, compte tenu de ce que me dit l'historien, je pense qu'il serait bon que le chemin passe comme ceci, qu'on l'aperçoive de temps en temps depuis là où est fait l'aquarelle, que l'on voit également la prairie qui est ici, à peine traversée par le chemin, on ne le voit pas, on ne le devine pas. Là aussi, on regarde des gravures anciennes, on regarde aussi la manière du jardin pittoresque, où on ne voit pas, comme on le verra si on a encore le temps à Béziers, on cache l'allée, tout simplement. On ne voit pas l'allée. On est en pleine nature, l'herbe est partout, les arbres sont partout, isolés, bosquets, et on ne voit pas d'allée, on ne voit pas de visiteurs. Et c'est là où c'est embêtant pour le département, parce que l'architecte et le paysagiste, l'équipe vont lui dire ça va être très bien comme ça, mais surtout pas de visiteurs, il faut qu'il y ait juste 2-3 personnes sur rendez-vous. Et alors là, je pense que ça n'ira pas. Et on regardera à nouveau Hubert Robert, bien sûr, Hubert Robert. Puis on regardera à nouveau le plan de Cologne, bien sûr, les gravures de Bourgeois, Hubert Robert encore et encore. Et on passe à Béziers si vous en avez le courage, sinon nous vous arrêtons ici. On continue sur Béziers, ce sera très court et ça, vous allez voir, ce sera peut-être plus récréatif. Béziers, toute autre époque, une faute d'orthographe, je vais tirer l'oreille. C'est effrayant, hein, c'est pas possible. Le S fait défaut. Alors vous faites comme s'il était là, je vais mettre la petite main là où il devrait y avoir un S. Voilà, c'est mieux. Béziers, donc c'est un parc urbain. C'est véritablement un programme, beaucoup plus que le jardin pittoresque. C'est 60 ans, 70 ans plus tard, à une époque où sous Napoléon III, arrive la notion de programme de jardin public. C'est-à-dire que les maires des villes, sous l'impulsion de Napoléon III, des préfets, sont désireux d'offrir à une population qui se rassemble dans les villes, des villes qui explosent, des
des endroits, des jardins pour la détente, pour la récréation, pour la rencontre du bourgeois avec le bourgeois peut-être, pour des leçons de botanique, pour se distraire tout simplement, pour être au calme. Et à cette époque-là, en 1860 à peu près, des jardins sont créés, des jardins qui existaient sont modifiés pour répondre à ce nouveau programme. Et à Béziers, eh bien, comment ça s'est passé? Je vais vous le dire en quelques photos, en quelques mots. Eh bien, nous sommes en pleine agglomération, à proximité de la ligne ferroviaire. La ligne ferroviaire est ici, au sud de la vieille ville. La vieille ville, eh bien, c'est ceci. C'était aujourd'hui un secteur sauvegardé, d'ailleurs, avec une rivière, l'Orbe, qui coule là. Donc, je vous ai dit l'Orbe, le chemin de fer, la vieille ville, il n'y a pas d'ordre. Et puis le littoral tout en bas, ici au sud, le littoral, la mer que l'on aperçoit un petit peu en fait de Béziers, de la cité qui est perchée. Le jardin donc, au bout des allées Riquet, Paul Riquet, ici, Pierre-Paul Riquet, la vieille ville toujours en haut, ici à gauche, la gare, et entre les allées Riquet qui existaient auparavant, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, au moment où le jardin est fait, eh bien, entre elle et la gare ici, c'est ce terrain-là qui a été réservé par la mairie avec expropriation pour un jardin. Et un jardin qui, dans son état actuel, eh bien, se présente de cette manière, en continuité avec les allées Paul Riquet. Eh bien, il y a un petit peu d'allées qui se prolongent à l'intérieur du jardin, puis un jardin qui se développe entre des fronts urbains aujourd'hui qui n'étaient pas urbanisés au moment de la création. Il s'agissait encore une fois simplement d'une liaison entre la gare et le centre, entre le centre et la gare, et puis un endroit de récréation. Je vais vous montrer quelques photos sans beaucoup de commentaires, simplement pour que vous ayez connaissance de ce jardin. L'entrée principale, au-delà de l'entrée, on entre dans le parc, un lac que l'on surplombe. Au passage, vous voyez des corbeilles de fleurs, des arbres isolés, une certaine fermeture passé le lac. Ici, vous verriez une aire de jeu. Depuis le déversoir du lac, un petit pont, une vue sur le lac ici, un amphithéâtre que l'on surplombait, que l'on dominait tout à l'heure, et puis le front urbain, toujours le lac autour duquel on tourne, un petit peu de front urbain à l'opposé. Ce qu'on appelle le grand penchant, c'est au sud, en direction de la gare qui est là-bas derrière. Ce sont des prairies, des arbres d'alignement, des arbres isolés, des lisières également. C'est le grand penchant en sens inverse, à une autre saison. Ça, c'est une partie du jardin qui domine le reste. C'est à l'est, c'est un plateau, c'est le plateau véritablement. Et c'est à cet endroit qu'on a des vues sur l'extérieur, au fond, vous allez me croire, sur le littoral, et puis tout simplement sur ce qui sépare le littoral de la ville de Béziers, encore aujourd'hui assez campagnard. Ça, dans ce jardin, il est milieu 19e, mais il a été doté comme quantité de jardins publics à la fin du 19e et au début du 20e siècle par des statues, par des fontaines. Donc c'est une autre génération de création, si l'on veut. Et puis il y a quantité des bustes, que je vous verrai en quelques photos. Puis cette petite rivière bleue que j'aime beaucoup, qui est en béton moulé, tout simplement, comme des escaliers qui existent également dans le jardin d'une autre époque. Et puis là, on va quitter le jardin. On est tout au bas du jardin parce qu'on a descendu, on a quelque chose, une pente importante. Puis on aperçoit la grille, des guérites. On contourne le monument aux morts et puis on va voir tout ça en sens inverse.
effectivement, en sens inverse, quand on tourne le dos à la gare, eh bien, on a les petites guérites, une grille monumentale, comme on a fait des grilles monumentales à la fin du 19e et au 20e siècle. Elles n'existaient pas forcément en 1860 dans ces jardins-là et dans celui-ci en particulier. Puis il y a un monument aux morts qui a été installé, confié aux grands sculpteurs de l'époque et notamment à Jalbert, un grand sculpteur de Languedoc-Roussillon. Alors, en 2 mots simplement, comment ça s'est passé? Je suis désolé, ce n'est pas un cas orthodoxe non plus. Eh bien, nous avons une étude qui nous a été demandée. Une étude nous a été demandée, mais du bout des lèvres. Parce que la DRAC, Conservation régionale, et la ville étaient en bisbille depuis des années. Pourquoi? Parce que la ville, sans arrêt, demandait des autorisations, ou les demandait pas trop, de réfection des revêtements de sol des allées. Alors c'était en secret, c'était découvert parfois, et puis de temps en temps, en finale, elle finissait par demander l'autorisation, en se disant, bon allez, comme ça ils me laisseront tranquille, de toute façon ça va passer comme une lettre à la poste. Et puis, ça ne passait pas toujours, loin s'en faut. Et donc ça a été un prétexte, la conservation a dit, bon écoutez, c'est bien, vous allez, d'accord pour cette dernière fois, mais maintenant faites une étude. Il faut quand même qu'on connaisse ce jardin qui est classé monument historique. C'est pas n'importe quel jardin, on en a fait l'inventaire, c'est un jardin qui est particulier, c'est un type de jardin, ils sont rares, ils peuvent disparaître, donc il est classé et on voudrait que vous le traitiez comme un classé. Du bout des lèvres, la ville de Béziers a admis le principe et on a commencé l'étude où on avait prévu la démarche Méréville, la démarche d'autres jardins qui peuvent nous être confiés en Languedoc ou ailleurs. Je suis accompagné de 2 personnes, là aussi, une petite équipe plus restreinte, donc un paysagiste et puis JNC Sud, et puis Clémence Forest en l'occurrence, en personne, et puis Alain Valette qui est un expert arboricole. Ce sont les personnes donc, qui m'ont accompagné, ou je les ai accompagnés, comme vous voulez. Bref, on a fait une équipe. Et dans un premier temps, groupe de travail, réunion de concertation, comme j'aime beaucoup faire. Et ma foi, on a senti qu'il ne fallait pas aller trop loin et que si on concluait que tout était bien, c'était très bien. Alors, le paysagiste s'est laissé un petit peu faire, moi peut-être aussi, je dois l'avouer, et on a conclu au bout de quelques mois, en disant, dans le fond, il y a un peu trop de couleurs, il y a un peu trop de multicolores, il y a des poubelles qui ne sont pas bien, il y a des signalétiques qui ne sont pas très satisfaisantes. Bon, et puis il y a les revêtements de sol qui ne sont pas bien. Alors là, on faisait plaisir à tout le monde et à personne. Et on était sur le point de conclure là-dessus. Et puis, c'était dommage parce qu'on était quand même en classe C. Et alors, je dirais que c'est de la curiosité un petit peu personnelle. J'ai essayé de pousser aussi le paysagiste là-dessus. Encore une fois, je ne tire pas la couverture à moi. On s'est persuadé qu'il fallait aller plus loin. Parce que c'est classé monument historique, mais c'est un jardin signé Buller. Et Buller, on connaît sans connaître. Parce qu'à la différence d'un Édouard André, par exemple, d'un Barillet Deschamps, qui n'a pas fait grand-chose non plus en termes de propagation de ses idées, de traités et autres, l'un comme l'autre, les uns comme les autres, n'ont pas écrit, n'ont pas dessiné, n'ont pas publié, n'ont pas écrit de traités comme d'autres ont pu le faire, comme Lecoq également a pu le faire, comme Mangin également, comme Vachereau plus tard. Donc on a des écrits de tous ces gens-là, mais pas de Buller et pas de Barillet Deschamps non plus. Et donc, que pouvait-on dire là-dessus? C'est quand même incroyable. Ils ont fait quantité de jardins en France, on le sait, c'est Buller. Et finalement, on s'est dit, mais on passe à côté de quelque chose. C'est classé, menons quand même cette étude au bout. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je suis parti tout simplement d'un plan qui existe de 1863. Il n'est pas signé Buller, il est signé de Vivier, qui est l'architecte municipal, et il est approuvé par les bâtiments civils. Et on a de bonnes chances de penser en fait qu'il a quand même servi, encore une fois, qu'il reflète assez bien la conception de Buller et puis qu'il reflète assez bien le chantier qui a suivi, qu'il donne véritablement les orientations.
Et alors de là, eh bien, j'ai commencé à décrypter le plan, un petit peu comme Méréville tout à l'heure. J'ai regardé aussi des plans qui sont qu'on a du 18e, du site d'implantation, et notamment ce plan-là, qui est un plan du 18e siècle, qui représente les allées Paul Riquet ici, tout simplement, sont des plans des voies navigables de France liés au canal du Midi, tout simplement, et qui représente tout le canal et tout Béziers, en fait. Bien sûr, on n'a pas le chemin de fer, ça va sans dire, et on a ici une tuilerie au bout des allées Paul Riquet. Et on a des terres blanches, on le verra dans le cadastre napoléonien, la tuilerie sans doute de l'argile, des ruisseaux ici. Des ruisseaux méditerranéens, c'est-à-dire où il y a de l'eau quand il y a des pluies d'automne, des pluies cévenoles, ou alors, enfin cévenoles c'est un petit peu plus à l'est, il y a de l'eau de temps en temps en tous les cas. Il y a forcément des captages, il y a des nappes phréatiques qui sont sans doute drainées par ces choses-là. Et puis on a ces sols, on a des voies qui existent, des chemins en réalité. Et on a ce plan cadastral qui suit, que vous ne voyez peut-être pas très bien, d'autant que l'orientation n'est pas tout à fait celle du plan que je vous ai montré tout à l'heure, qui nous montre un parcellaire. Bien, ce parcellaire qui a intéressé le maire et le conseil municipal, parce qu'il a fallu se porter acquéreur de pas mal de parcelles. Et ça, c'est le plan de 1863. Et le plan de 1863, vous verrez, il faudra un petit peu vous tordre le cou parce que c'est difficile pour que les documents soient lisibles. Je n'ai pas toujours respecté l'orientation nord ou celle de ce plan-là en particulier. Ça va à peu près toujours, mais pas complètement. Les allées Paul Riquet, la gare qui est ici construite, et ici c'est toujours en fait ce qui existait au XVIIIe, c'est-à-dire rien, des terrains vierges. Rien n'était construit. Et donc un périmètre est défini, comme ceci, et ce plan est là, qui avait été repéré, bien sûr, aux archives municipales par la DRAC, par différentes personnes. Puis les choses en sont restées là, comme souvent, un plan. Et puis, je continue si ça veut passer, ça c'est une vue qui est difficile, c'est le même plan, mais sur ce plan, en fait, quand on le garde dans son intégralité, eh bien on a des végétaux. Une liste d'arbres et une liste d'arbustes sur le côté. Voilà la liste des plantations. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on fait en pareil cas ? Il faut prendre une loupe. Une loupe, on trouve ça chez un marchand, un oculiste ou autre. C'est un engin qui permet de grossir ce qu'un plan peut révéler. Et quand on met une loupe, on s'aperçoit, bien en réalité, chose qui n'avait pas été trop décryptée jusqu'à maintenant, qu'il y a plein de textes. Et puis il y a des chiffres, puis il y a des pointillés, puis il y a des couleurs. Et il y a des limites. Et il y a, sur le plan agrandi, des arbres qui semblent isolés avec leurs ombres. Il y a quelques bâtiments, il y a des enrochements, il y a toutes sortes d'informations qui existent sur la conception du parc. Et alors, à partir de cette observation, toute bête, en fait, on a essayé de regarder comment, sur le plan du XVIIIe, le jardin était venu. Parce que nous lisions sans arrêt que les Buller avaient fait des travaux gigantesques de terrassement, d'apport de terre de toutes sortes. Et puis en fin de compte, oui, sûrement, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, leur plan, il colle exactement, très exactement, à la topographie du plan 18e, celle qui ressort du plan 18e. On a un point haut, un point bas. On a ici des terrasses que vous avez devinées tout à l'heure sur le plan, ces terrasses avec la tuilerie mentionnée. Et puis on a une dénivelée régulière ici. Vous le devinez encore sous le rouge ici. On a le plan du 18e. C'est très régulier, ça descend jusqu'ici. Et en réalité, à la différence de certains parcs que les Buller ont eu à créer et où ils ont dû créer du relief pour ménager des points de vue, pour ménager des zones dominant d'autres zones, en fait, là, les Buller, ils avaient un terrain de choix. Il n'y avait rien d'artificiel ou assez peu de choses à faire et ils ont exploité merveilleusement tout simplement le terrain qui était donné.
Il ne faut pas exagérer dans un sens ou dans l'autre, il ne faut pas dire il n'y a pas eu du tout de terrassement, mais il ne faut surtout pas dire il n'y a eu que des terrassements. Et quand on lisait jusqu'à maintenant les textes, c'était des travaux colossaux dignes de Joseph de Laborde à Méréville, en fait. Et là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que nous avons fait? On a épluché les choses, on a épluché, on a noté toutes sortes, tout ce que contenait le plan. Des zones sombres, des zones claires, des allées, des circulations, des carrefours. Et déjà, on s'est dit, mais il y a des arbustes qui sont placés à un endroit et pas à d'autres. On a des percées, on a toutes sortes. On a un point de vue évident ici. On a une dominance ici par rapport à là. Je vous ai dit, on a une vue sur l'extérieur uniquement à partir d'ici. Puis on continue avec toutes sortes d'observations. Voilà, des fléchages, l'amphithéâtre qui apparaît sur des petits dessins, c'est des croquis de travail. Et puis on s'est dit, tiens, on va essayer de traduire avec un crayon de couleur ce que les Buller ont dessiné à un moment donné. Et puis on s'aperçoit qu'effectivement, on voit, apparaissent plus distinctement les corbeilles de fleurs, les arbres isolés, les lisières vertes, les bosquets d'arbres ou d'arbustes dans certains cas, un dessin d'allées particulier, les enrochements le long du chemin d'eau, allant d'amont en aval. Et puis bien sûr, on regarde les listes botaniques qui sont dessus pour regarder les numéros, puis on retrouve les arbustes, on retrouve les arbres, leurs noms, leur nombre, etc. Et puis les arbres isolés avec leur nombre. Et ce qui nous a fait regarder, mais ce n'est pas fini, c'est regarder, à gauche, vous avez la liste de l'existant, et à droite, vous avez ce qui existait dans les listes. Alors le jardin, entre 1860 et aujourd'hui, c'est en fait une forêt aujourd'hui. Même là où il y a de la prairie, il y a des arbres isolés en pagaille, il y a des arbres d'alignement également, et un peu comme Méréville quand la peuplerie existait. C'est un plein, alors qu'avec les Buller, c'était des vides reliés les uns aux autres à l'intérieur du jardin ou des vides ouvrant sur l'extérieur avec des arbres isolés, mais une palette d'arbres et d'arbustes beaucoup plus réduite, surtout en ce qui concerne les arbres, qu'actuellement. Alors, ce que j'ai souhaité que l'on fasse, mais j'ai un mal de chien à cela, c'est de voir également d'où nous venaient les arbres. Alors, on en sait plus aujourd'hui qu'il y a quelques années sur le voyage des arbres, de quels arbres disposaient les Buller, et également ce que je voulais savoir aussi, c'est comme on a un terrain avec peut-être un petit peu d'argile, beaucoup de calcaire, je me disais, mais est-ce que les arbres qui ont été choisis par les Buller étaient appropriés au sol, parce que le terrain est quand même très calcaire majoritairement. Et donc là, je suis en train de mener l'enquête pour savoir ce qu'il en est, parce que vous verrez sur des photos du XXe siècle, il y a déjà des arbres qui sont chétifs ou qui ont disparu. Donc ça, c'est un aspect. Puis c'était pas mal de voir aussi d'où nous venaient ces arbres, de quel pays et à quelle époque. Parce que l'intérêt botanique du XIXe siècle, je voulais savoir si on avait des arbres nouveaux, des arbustes nouveaux. Il y avait de l'horticulture en pagaille, donc je dirais que ce n'est pas achevé. Avant de passer à quelques photographies, je voudrais juste vous lire, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous lire ce qu'écrit à propos de Buller, peut-être la seule personne qui a écrit, et ce n'est pas un traité, en fait, c'est une personne qui a travaillé sur les jardins publics récemment, qui a fait une thèse. C'est Louis-Michel Noury, qui a écrit un livre sur les jardins publics en province et qui a travaillé sur le terrain, sur des jardins français, et qui a fait des comparaisons, qui a consulté, qui a regardé les archives, sillonné les jardins en question, et je trouve qu'il a fait un travail admirable. Et je pense qu'on peut se référer à ce qu'il a observé et à ce qu'il écrit. Et concernant les Buller, il écrit des choses qui me semblent extrêmement précieuses, parce que quand on lit ça, et quand on a fait l'analyse que je vous ai décrite très sommairement tout de suite, il y a un lien entre tout ça. Les Buller, écrit-il, excellent dans le fonctionnement visuel. Des percées sont aménagées, encadrés de plantations denses ou de bosquets. Des nivellements de terrain exaucent le niveau pour servir de point de vue. À Béziers, le plateau était tout trouvé. On n'avait pas besoin d'exhausser, c'était là.
Les mouvements de terrain sont une des techniques des bullaires pour produire des jeux de lumière et pour rompre la monotonie. Ils tirent parti des différents niveaux, les amplifiant au besoin, peut-être qu'il y a eu un petit peu de terrassement, effectivement, pour satisfaire le plaisir de voir le paysage. L'allée de ceinture est isolée du monde extérieur par des plantations denses, isolement, intimité. Le tracé des autres allées favorise la promenade. Et quand on lit ça, il ne s'agit pas de Béziers, il s'agit simplement de la manière Buller, au travers de plusieurs parcs qu'ils ont réalisés. Et on retrouve Béziers. Et on retrouve Béziers également dans ses autres propos, des plantations denses disposées par groupes pour encadrer des points de vue, des arbres isolés, souvent au carrefour des allées, ou sur les pelouses, quand ils sont remarquables, ces arbres, des bosquets par plans successifs, qui acheminent progressivement le regard vers un point visuel, des arbres d'accompagnement de plans d'eau ou de fabriques, assez peu de fabriques, je vous dirais. Ces concepteurs apprécient la gamme des végétaux exotiques, ça c'est intéressant aussi, comme l'éventail de couleurs et de matières propres à la composition de leurs tableaux. Tableaux comme à la fin du XVIIIe, c'est rigolo. Et alors ce qui est rigolo, c'est un éventail de couleurs et de matières propres à la composition de leurs tableaux. Effectivement, ce qui est très étonnant, c'est quand on voit la liste d'arbustes en particulier, mais d'arbres également, c'est que tout ça est très coloré, on dirait multicolore. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout le jardin classique, le jardin, je dirais le jardin monument historique, qui a tous les défauts du monde. Vous savez, c'est tout vert, c'est tout le temps vert, c'est terriblement enquiquinant. Et là, il faut se dire qu'en 1860, les Buller en particulier, mais d'autres également, on le verra d'ici quelques minutes avant de terminer, bien aimer cette couleur et présenter cette diversité botanique avec tous les effets colorés au fil des saisons, que ce soit dans le feuillage, que ce soit dans les floraisons qui se succédaient. Et Louis-Michel Noury précise, la réussite alors de Barry et Deschamps et de Buller pour le jardin public tient à cette parfaite connaissance des arbres exotiques qu'ils traitent en masse pour leur architecture et leur couleur, ou qu'ils isolent pour le caractère remarquable de l'espèce. Et ces remarques nous encouragent donc à aller plus loin dans l'analyse, et c'est cette analyse que nous avons faite et qui précédait. Et j'ajouterai toujours de Noury que Buller traçait les allées, c'est intéressant, en cheminant, c'est-à-dire en empruntant le parcours que l'allée devait suivre. Et nous sommes donc très loin de la géométrie du compas et du crayon. Qu'est-ce que je n'ai pas lu aussi sur le sujet, qu'il y avait des tracés régulateurs, qu'il y avait un cercle. Alors peut-être dans certains cas, et on me citait Buller, mais en fait, même Buller, le peu que l'on sache, il n'y avait pas cette géométrie sur le terrain, et il y avait certes des plans, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui semblent un petit peu géométriques, mais en réalité, on sait que les Buller, et Eugène Buller en particulier, sillonnaient le terrain et ajustaient en fonction de la topographie, des vues, de toutes sortes de paramètres, ajuster son allée. Nous sommes loin de la géométrie du compas et du crayon, ce qui décontenance d'ailleurs l'ingénieur de la ville. Et Louis-Michel Noury dit également, Buller estime que le dessin des cheminements reste théorique, simplement une image. Avant tout, l'allée doit suivre le mouvement du sol, les tracés sur le plan ne sont que des préfigurations. Alors, arrivé à ce stade-là, on peut continuer. Qu'est-ce qui se voyait quel autre document a-t-on? C'est des documents de la fin du 19e et début 20e siècle, c'est 40 ans plus tard à peu près. Et on s'aperçoit, ça c'est le haut du jardin, en contact avec les allées riquées. Et que voit-on? On voit le jardin, 40 ans d'âge, là pas grand-chose à dire. Et puis ici, on a des arbres isolés, des allées, le lac, un lac avec un saule pleureur qui n'existait pas sur le projet. On a surtout des arbres d'alignement, on va le voir peut-être sur une suivante, qui sont ici. Ce sont les fameux tilleuls que nous connaissons aujourd'hui, qui ont été plantés.
Est-ce que c'est pour ombrer certains cheminements? On ne sait pas trop, c'est fort possible. Dans une autre propriété à côté de Montpellier, le propriétaire avait écrit, et ça nous avons la correspondance à Buller, en disant c'est drôlement bien votre projet, mais alors pour le midi, c'est pas terrible parce qu'il va faire un cagnard, ça va être intenable votre jardin. Et effectivement, il y avait eu d'ailleurs un clash, et les Buller d'ailleurs avaient été remerciés purement et simplement. Alors est-ce que les Buller ont fait dans le midi à Béziers la même erreur? C'est possible, auquel cas toutes les allées Buller ont été fin 19e, début 20e plantées en tilleul. Et alors quand on arrive là, on va très vite, analyse, Louis-Michel Noury, des analogies avec d'autres jardins qu'on a pu faire des Buller. On pense à une chose, c'est qu'on se dit Barillet des Champs, on se dit les buts de Chaumont, dans le fond, même époque, est-ce que tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un rapport à établir? Et effectivement, quand on sillonne les buts de Chaumont, on retrouve les descriptions de Louis-Michel Noury à quelques détails près, des effets d'ombre, de lumière, l'emploi des arbustes qui sont en fleurs à un moment ou à un autre. On va peut-être en voir là des chemins d'eau comme ceci, des groupements d'arbres remarquables, des arbres isolés comme ce pleureur qui est ici, qui est un petit sophora ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est, tout petit et sans ses feuilles, et puis des vues des saules pleureurs, encore une fois une palette végétale qui est celle d'ailleurs en partie de Béziers. Alors en voyant les buts de Chaumont, en voyant d'autres jardins, on s'est dit, mais dans le fond, à Béziers, aujourd'hui, on est très, très, très loin de la conception de Buller. Et tout a été densifié. Les effets, les perspectives à l'intérieur du jardin qui manifestement avaient été recherchées n'existent plus. On a des blocages, on a des masques végétaux là où il y avait des trouées. Il n'y a plus ces vastes prairies qui avaient été souhaitées. Les arbres isolés, quelques-uns, mais encore une fois, on a surtout un amoncellement. On a un affaiblissement, un effilochement des lisières. La ville pénètre à l'intérieur du jardin, alors que, en l'absence de ville, en 1860, les Buller avaient déjà ménagé des lisières pour mettre à l'écart d'un urbanisme annoncé, d'une urbanisation annoncée, mettre à l'écart le jardin. Des lisières abondantes avec des persistants que nous connaissons, composés de chênes verts, de certains pins, de buis, de viornes, de toutes sortes. Et tout ça s'est affaibli. Et c'est les résultats de quoi ? Tout simplement de jardiniers qui se succèdent. Des jardiniers qui se succèdent avec leur formation, avec une mode qui évolue, avec le souci de bien faire aussi de toute façon. Mais il n'empêche, le constat était là, entre la création de Buller et le jardin aujourd'hui, il n'y avait plus rien à voir. Alors, l'eau existait, la sculpture avait été introduite, certains arbres subsistaient, les lisières étaient, encore une fois, effilochées, étaient à peu près là, mais on était très très loin. Donc, que fallait-il faire ? Continuer l'entretien que la ville souhaitait et s'en tenir à quelques corbeilles à papier, à quelques bricoles, je dirais, collégialement. On a dit il faut peut-être aller plus loin, avoir un petit peu plus d'ambition, c'est ne pas le faire en une année, 2 années, peut-être en plusieurs phases, mais c'est sur ce plan que vous voyez que JNC Sud a exprimé, bien c'est quand même renouer un jour avec les effets qui avaient été souhaités par un jardin Buller qui, même s'il a quelques homologues en France, est quand même un jardin rare de l'époque 1860. Et c'est parce qu'il est, non pas un unicum, encore une fois, mais parce qu'il est un objet rare, que les monuments historiques, que la ville de Béziers, collégialement, a dit effectivement, il faut peut-être renouer avec la conception tout doucement. Et donc, ce qui a été, comme je vous le disais, fait, on a fait un plan de masse
qui n'est pas un plan encore d'avant-projet, c'est encore un peu schématique, eh bien, gardant bien sûr les apports du XXe siècle, la statuaire, les grilles, les guérites, les statues, les bustes qui sont un petit peu partout des poètes du Midi, certains effets d'eau, évidemment, le grand bassin du Titan avec son nymphée qui se trouve dessous, assez extraordinaire, très extraordinaire. Eh bien, on a essayé de renouer donc avec le plan 1860, de trier, d'ajourer. Et alors, il y a quelque chose qu'il était indispensable de faire. Au début, c'était impensable. J'ai personnellement essuyé des non catégoriques. Et puis, chemin faisant, les choses ont évolué. C'est qu'ici, aujourd'hui, vous l'avez vu sur les photos, à peine, c'est qu'ici, il y a un jardin d'enfants. Une aire de jeu. Une aire de jeu avec des jeux multicolores, avec des haies pour des clôtures, des haies. C'est quelque chose qui est très agréable pour les enfants, les mamans, c'est à l'écart, c'est protégé. Il n'est pas question de dire c'est nul, il en faut un, c'est un usage. C'est un usage qui n'avait pas raison d'être au 19e, c'est un usage qui a sa raison d'être maintenant. Mais alors, il est catastrophique parce qu'entre les couleurs, entre les grillages, entre les grilles d'accès, entre les arbustes qui cachent et qui ne cachent pas les grillages, eh bien, ceci-là, ce triangle, est devenu un blocage à tout. C'est-à-dire que toutes les perspectives qui ont été souhaitées et que l'on voit transparaître dans le plan de Buller, dans tous sens, les vues également depuis le bord du plateau sur le lac, etc., tout est bouché, occulté, sinon pollué par l'air de jeu. Et en finale, on a obtenu, et là on est content comme tout, mais enfin bon, il en faut peu, vous me direz, ben si, on s'est dit, là, c'est très protégé. On a appris en cours de route que là où on pensait que ce secteur était venteux en hiver et très chaud en été, les jardiniers, parce qu'on a consulté évidemment les jardiniers, nous ont dit, mais détrompez-vous, là où on est le mieux en hiver, c'est ici parce que c'est doux et le soleil vient là, alors qu'ailleurs c'est en l'ombre. Et en été, détrompez-vous, c'est le seul secteur qui prend l'air quand il y a de l'air qui vient de la mer. Et donc pour les enfants, eh bien c'était un très bon choix. C'est d'ailleurs, on n'allait pas les mettre dans le cagnard, on n'allait pas les mettre dans le froid en hiver, c'est la bonne solution. Et là, c'est tout près de la voie, mais pas trop près pour ne pas avoir des vues, des contacts de bruit et autres. Donc, la même aire, ici, là, voilà, la même aire. Et puis, ma foi, il y a quelque chose qui a bien convaincu aussi, en fait, qui était très enthousiasmant quand je l'ai vu, c'est à Central Park à New York, c'est une aire de jeu tout en bois. Et là aussi, on a échangé en disant, mais dans le fond, on pourrait être tout en bois, c'est quelque chose que les enfants aiment, enfin, à l'expérience. Et donc, je ne vais pas dire qu'on va copier Central Park, parce que nous, Français, on va faire bien mieux qu'à Central Park, mais on a des idées à droite et à gauche à prendre et peut-être à adopter ici. Et à partir du moment où on a déverrouillé le plan, tout va aller beaucoup mieux. Parce que du jour où le transfert sera opéré, tout va marcher mieux et on va pouvoir à nouveau bien traiter les choses comme il faut au fil des années, des décennies qui viennent. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est réduire la bambousée qui se trouve là. C'est une véritable bambousée, quelques bambous, parce que là, ça tue l'échelle véritablement du lac. Donc, il faut revenir. Il faut étoffer à nouveau les lisières qui sont vraiment, qui ressemblent plus à grand-chose, qui précipitent certains fronts urbains dans le jardin. Quand l'architecture est de qualité, c'est très bien. Quand c'est pas de qualité, et notamment sur ce front-là, ça ne l'est pas, il faut absolument colmater. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on a un espace en déshérence ici qu'il va falloir retraiter. C'est un théâtre de verdure qui ne marche pas du tout. Et on disait à la mairie, peut-être que les gradins pourraient servir pour une collection, tout simplement, de succulentes. C'est bien exposé, ça marcherait tout seul, ça ne demanderait pas d'entretien, ça serait intéressant comme tout. Donc, une collection pourrait peut-être un jour être implantée. On peut restituer en autant cette aire de jeu
un chemin d'eau complètement saccagé par des barricades, par toutes sortes de choses, ce chemin d'eau qui court du plateau via le bassin du Titan et qui va à nouveau revoir, je dirais, le jour, être perceptible vers le lac avec son déversoir et puis sa disparition dans ce secteur-là, ici tout simplement. Voilà un phasage qui suit. Le phasage, c'est pas, voilà, on commence par une chose, vraisemblablement par celle-ci, le déverrouillage du jardin. Et puis on continue par le reste. Alors, une intégration de jardin contemporain, je ne sais pas. En tous les cas, qu'est-ce qui se passe à l'issue de l'étude? Une question est posée par la ville, et encore une fois, je terminerai, là j'ai quasiment terminé. La ville qui s'est urbanisée, qui a cerné maintenant le jardin, et puis la définition sur le plan urbain de pôles anciens, culturels, administratifs, commerciaux sur la vieille ville, d'un pôle médiathèque culturelle, universitaire ici. Tout ceci est en activité, c'est effectivement le pôle universitaire, le pôle bien sûr est en activité commerciale, patrimoniale et tout ici, et vient d'être inauguré le 14 septembre 2010, un pôle ici ludique, commercial, culturel également, tout neuf. Et le souci de la ville, quelque chose de très important, un équipement très important, c'est de se dire, mais est-ce que ceci ne modifie pas la donne? Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux rapports entre ces trois pôles qui sont désormais les axes, si on peut dire, qui sont véritablement les références en matière d'aménagement pour la ville de Béziers? Et bien deux d'entre eux sont liés par une voie, l'avenue Wilson, qui borde le jardin. Et cette rue borde le jardin dans sa partie nord, nord-est, comme ceci. Elle monte au centre-ville ici, elle descend vers le pôle qui vient d'être réalisé à l'issue de plusieurs années de conception et de chantier. Et la question s'est posée, la lisière ici est très effilochée et très abîmée. Donc la cohabitation ne se fait pas bien, ni pour les architectures, les habitants ici vis-à-vis du jardin, ni pour les habitants du jardin vis-à-vis de ces constructions. Et on a ce jardin-là, cette partie du jardin surplombe avec un talus très important cette rue-là. Encore une fois, qui lorsque ça a été fait, héritage du XVIIIe, enfin des temps anciens, cette dominance en fait de cette partie-là par rapport à l'espace environnant là avait été traitée par les Buller, par Vivier, l'architecte de la ville, en disant de toute façon c'est un talus, on le plante et puis c'est terminé. Et puis aujourd'hui c'est quelque chose de très désagréable le long de la voie, c'est de l'ombre en continu parce que c'est quasiment en face nord, c'est un talus qui est très difficile de gérer parce que la pente est très forte et je dirais qu'effectivement du point de vue urbain comme du point de vue paysager c'est satisfaisant pour personne. Et alors, tout simplement, alors là c'est en cours, la question se pose aujourd'hui avec Delphine Christophe, conservatrice des monuments historiques, avec la ville de Béziers, avec des parties prenantes. Est-ce qu'on ose, est-ce qu'on a l'autorisation, la possibilité sur ce jardin classé, est-ce qu'on accepte d'envisager que cette avenue Wilson ici, avec son contact avec le jardin classé des Buller ici, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou non? Est-ce qu'on peut agrémenter l'avenue Wilson de quelque chose, faire percevoir le jardin pour les usagers de la ville, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on ne devine même pas le jardin. C'est en haut du talus, derrière les lisières moribondes. C'est effectivement, c'est pas une bonne vitrine du jardin pour l'usager de la voie. Et encore une fois, pour le jardin, c'est pas très bien traité pour le moment. Alors, très modestement, et vous voyez, à l'état de crayon, à l'état de tout simplement de coup de crayon, ma foi, on discute sur la possibilité tout simplement de reculer le sommet du talus, de manière à ce que la lumière, le soleil, puisse engendrer des zones de lumière, des zones d'ombre du fait de plantation, d'une lisière reconstituée, de manière à ce que, vu du jardin, on ait de toute façon quand même en pied ou en tête une lisière végétale qui perdure, qui soit même consolidée, et puis depuis l'avenue Wilson, des coups d'œil sur la limite du jardin.
avec encore une fois un coup d'œil, un œil qui est attiré par un peu plus de lumière qu'aujourd'hui et qui n'est pas dissuadé par tout simplement un talus. Et puis on s'est demandé si on ne pouvait pas, après tout, comme il y a un chemin, une ligne d'eau, un petit chemin d'eau bleue à l'intérieur, c'est une possibilité parce que ça peut être calme, parce qu'il peut y avoir aussi un petit peu de chute d'eau, de bruit d'eau, si le piéton qui viendrait, qui quitterait la voie sur ce côté-là de l'avenue Wilson, s'il ne pourrait pas fréquenter finalement l'extrémité, ici, l'extrémité du jardin et quitter la voie durant quelques dizaines de mètres et puis peut-être côtoyer un petit peu d'eau. C'était l'idée. C'est nécessaire ou c'est pas nécessaire, on verra. Ça, c'est une esquisse de quelques minutes sur le coin de la table, donc il y a beaucoup sans doute à faire encore. Et puis ça, c'est une élévation. Vous devinez peut-être le talus, mais le talus métamorphosé, parce qu'aujourd'hui c'est une barre, c'est pas autre chose qu'une barre avec des végétaux qu'il est impossible de tenir quasiment du fait du ravinement. Et l'idée était, autour des escaliers moulés, ici au sud, eh bien, conservant des grands pins qui existent, des pins d'Alep, ça c'est facile, et des pins parasols, des chênes verts, c'était d'étoffer ce secteur-là, s'appuyer sur lui, avoir des ombres projetées par le soleil ici, mais en contraste, dégager des lumières. Passer ce bosquet, ce groupement, avoir une zone de lumière ici. On est derrière, on a des arbres qui nous séparent de la voie, et retrouver ici à l'autre extrémité à nouveau une zone d'ombre, d'appui en fait à cette zone dégagée. Et puis ceci, c'est peut-être un mini belvédère, peut-être un kiosque également qui ferait le lien d'une activité de petit café qu'il est nécessaire d'envisager au jardin du Plateau des Poètes et qui serait un point de vue, qui serait un signal également sur l'avenue Wilson. Vous voyez, c'est pas très ambitieux. Est-ce que c'est possible ? La question est posée. On parle d'architecture contemporaine en milieu ancien. On peut parler d'une intervention en milieu paysager, jardin classé monument historique. Bien, le débat est ouvert. On travaille avec le conservateur régional des monuments historiques, avec l'architecte des bâtiments de France, service territorial de l'architecture et du patrimoine. On travaille avec les sites l'Adréal, bien sûr avec la ville, et puis avec les jardiniers, les services de la voirie. On va essayer de voir si c'est possible. On est en faisabilité. Je termine là-dessus. J'aurais eu des conclusions à vous dire sur les deux, mais je vais vous saturer, donc je les laisse. Si des questions sont posées, je ferai état de quelques réflexions générales qui me viennent à la suite de ces deux expériences et d'autres expériences. Merci.